d'Ivoire. On the eve of the presidential election in Côte d'Ivoire, the Secretary General calls on all Ivoirians to ensure... L'ONU vient de gifler Ouattara en plein visage et le monde entier a entendu le bruit. Gbagbo revient par la grande porte grâce à une décision historique qui change tout en Côte d'Ivoire. Si tu veux comprendre ce coup de tonnerre diplomatique qui ébranle Abidjan en ce moment même, laisse ton like maintenant, abonne-toi et reste jusqu'à la fin car ce que tu vas découvrir va te choquer. Frères et sœurs d'Afrique, le monde vient d'assister à un tournant historique qui restera gravé dans les annales de la justice internationale. Pendant que le régime en place à Abidjan pensait avoir définitivement verrouillé le jeu politique ivoirien, un coup de massue diplomatique est tombé depuis New York. L'Organisation des Nations Unies, cette instance que certains dirigeants aiment invoquer quand elle leur est favorable, vient de rendre une décision qui bouleverse complètement la donne politique en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un simple communiqué, ce n'est pas une recommandation parmi d'autres, c'est une décision qui s'impose avec la force du droit international. Laurent Gbagbo, figure emblématique de la résistance africaine et président historique de la Côte d'Ivoire. Pendant que le pouvoir en place multiplie les artifices pour maintenir une apparence de popularité, les foules qui se pressent aux meetings de l'opposition racontent une toute autre histoire. Cette énergie populaire, cette détermination collective, constitue la véritable force qui porte Laurent Gbagbo et rend inévitable son retour sur la scène politique ivoirienne. Aucun système répressif, aussi sophistiqué soit-il, ne peut éternellement contenir l'aspiration d'un peuple à la justice et à la démocratie véritable. La dimension internationale de cette affaire ne se limite pas aux instances onusiennes basées à New York ou à Genève. La géopolitique africaine et mondiale joue un rôle déterminant dans l'issue de cette crise politique ivoirienne. Les puissances occidentales traditionnelles. Le cas brésilien montre qu'il est possible de revenir au pouvoir après avoir été injustement écarté, à condition que le peuple maintienne sa mobilisation et que la justice internationale fasse son travail. La mobilisation populaire joue un rôle crucial dans cette affaire qui dépasse le simple cadre juridique. Les événements récents en Côte d'Ivoire ont démontré avec éclat que le peuple ivoirien n'a pas oublié Laurent Gbagbo et qu'il est prêt à descendre dans la rue pour exiger le respect de ses droits. Les manifestations massives qui ont secoué Abidjan ont envoyé un signal clair aux autorités et à la communauté internationale. La légitimité populaire, cette dimension essentielle de toute démocratie authentique, ne se décrète pas, elle se construit dans la durée et résiste aux persécutions. Ses adversaires politiques pensaient l'avoir définitivement écarté de la scène politique brésilienne, mais la justice internationale et la mobilisation populaire ont permis son retour triomphal. Aujourd'hui, Lula est de nouveau président du Brésil et les manœuvres judiciaires dont il avait été victime sont largement considérées comme un détournement politique de la justice. Le parallèle avec la situation de Laurent Gbagbo est frappant et ne peut échapper à personne. Dans les deux cas, un leader populaire dérangeant a été écarté par des moyens judiciaires contestables avant d'être réhabilité par les instances internationales. Cette réhabilitation n'est pas seulement morale ou symbolique, elle a des conséquences juridiques et politiques concrètes. Pour bien comprendre la portée de cette décision, il faut saisir la hiérarchie des normes juridiques telles qu'elles existent en Côte d'Ivoire et dans la plupart des États africains. La Constitution ivoirienne elle-même reconnaît la supériorité des conventions internationales ratifiées sur les lois nationales. Cela signifie concrètement que même si la commission électorale indépendante ou n'importe quelle juridiction locale déclare Laurent Gbagbo inéligible, le droit international prime et s'impose à l'État ivoirien. Cette hiérarchie n'est pas une invention récente, elle est le fruit d'une longue évolution du droit international visant à protéger les citoyens contre l'arbitraire des États. Pour bien comprendre la portée de cette décision, il faut saisir la hiérarchie des normes juridiques telles qu'elles existent en Côte d'Ivoire et dans la plupart des États africains. La Constitution ivoirienne elle-même reconnaît la supériorité des conventions internationales ratifiées sur les lois nationales. Cela signifie concrètement que même si la commission électorale indépendante ou n'importe quelle juridiction locale déclare Laurent Gbagbo inéligible, le droit international prime et s'impose à l'État ivoirien. Cette hiérarchie n'est pas une invention récente, elle est le fruit d'une longue évolution du droit international visant à protéger les citoyens contre l'arbitraire des États. Le processus judiciaire international est long et complexe, mais il finit toujours par rendre justice aux opprimés.
Certains commentateurs pressés ont cru voir dans la première réponse du comité onusien un rejet de la demande de Gbagbo. Mais ils ont totalement mal interprété le langage diplomatique. En réalité, l'ONU a utilisé une formule qui, pour les initiés, constitue un avertissement sérieux au gouvernement ivoirien. Quand une instance internationale demande à un État de prendre toutes les mesures nécessaires, elle lui donne une dernière chance d'agir de lui-même avant d'imposer des sanctions ou des mesures plus contraignantes. C'est exactement ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, d'être élu et de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays. Ce n'est pas un privilège accordé par un gouvernement, c'est un droit humain fondamental reconnu par la communauté internationale. Laurent Gbagbo ne demandait pas une faveur, il réclamait simplement que justice soit faite et que ses droits fondamentaux soient respectés. La stratégie des autorités ivoiriennes consistait à maintenir Laurent Gbagbo dans une zone grise juridique, ni totalement libre, ni totalement emprisonné, mais privé de ses droits politiques essentiels. Cette manœuvre permettait au pouvoir en place d'afficher une face-façade démocratique tout en éliminant de facto son principal rival politique. Mais cette stratégie vient de voler en éclats face à la détermination de la justice internationale d'être élu et de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays. Ce n'est pas un privilège accordé par un gouvernement, c'est un droit humain fondamental reconnu par la communauté internationale. Laurent Gbagbo ne demandait pas une faveur, il réclamait simplement que justice soit faite et que ses droits fondamentaux soient respectés. La stratégie des autorités ivoiriennes consistait à maintenir Laurent Gbagbo dans une zone grise juridique, ni totalement libre, ni totalement emprisonné, mais privé de ses droits politiques essentiels. Cette manœuvre permettait au pouvoir en place d'afficher une face-façade démocratique tout en éliminant de facto son principal rival politique. Mais cette stratégie vient de voler en éclats face à la détermination de la justice internationale. Quand l'ONU demande à un État de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits d'un citoyen, ce n'est pas une suggestion, c'est un impératif catégorique. Pour ceux qui pensent qu'il s'agit d'une simple formalité sans conséquence, détrompez-vous. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a examiné minutieusement le dossier présenté par Laurent Gbagbo, qui dénonçait les violations graves de ses droits civils et politiques. Ce dossier n'était pas une plainte émotionnelle ou politique, c'était une argumentation juridique solide basée sur l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cet article fondamental stipule qu'un citoyen a le droit inaliénable de voter, doit être rétabli dans ses droits politiques. Cette nouvelle résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel politique ivoirien et fait trembler les fondations d'un pouvoir qui croyait avoir éternellement muselé son principal adversaire. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a clairement pris position dans cette affaire qui dépasse largement les frontières ivoiriennes. La communauté internationale ne peut plus fermer les yeux sur les violations manifestes des droits fondamentaux d'un citoyen, fût-il un ancien président controversé. Le langage diplomatique peut parfois sembler complexe pour le commun des mortels, mais derrière les formules policées se cachent des ordres fermes et des obligations juridiques contraignantes. Les dirigeants africains ne peuvent pas se prévaloir de la souveraineté nationale pour violer impunément les droits fondamentaux de leurs citoyens. La souveraineté s'accompagne de responsabilités et d'obligations envers la communauté internationale. L'époque où un chef d'État pouvait faire ce qu'il voulait sur son territoire sans rendre de compte est révolue. Les mécanismes de protection des droits humains se sont considérablement renforcés et la Côte d'Ivoire en fait actuellement l'expérience TMA. L'histoire récente de l'Amérique latine offre un précédent éclairant qui devrait faire réfléchir les autorités ivoiriennes. Au Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, ancien président adoré du peuple, avait été condamné et emprisonné dans des conditions qui ont finalement été jugées contraires au droit. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques constitue l'un des piliers fondamentaux du système de protection des droits humains, établi après la Seconde Guerre mondiale. Cet instrument juridique contraignant a été ratifié par l'immense majorité des États membres de l'ONU, dont la Côte d'Ivoire, ce qui signifie que ces États se sont volontairement engagés à respecter ces dispositions. L'article 25 de ce pacte garantit à chaque citoyen le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, le droit de voter et d'être élu, et le droit d'accéder aux fonctions publiques de son pays. Ces droits ne sont pas accordés par la bienveillance des gouvernants. Ils appartiennent intrinsèquement à chaque être humain du simple fait de sa citoyenneté,
Quand un État ratifie ce pacte, il renonce à son pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de retirer ses droits selon son bon vouloir. Il s'engage solennellement devant la communauté internationale à garantir ses droits à tous ses citoyens sans discrimination. La violation de cet engagement n'est pas une simple affaire interne qui ne regarderait que l'État concerné, c'est une violation du droit international qui engage la responsabilité de l'État devant les instances onusiennes. Laurent Gbagbo a précisément invoqué cet article 25 pour contester les restrictions imposées à ses droits politiques, et le Comité des droits de l'homme de l'ONU lui a donné raison. La procédure devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU obéit à des règles strictes qui garantissent l'impartialité et le sérieux de l'examen. Contrairement à ce que certains pourraient se croire, il ne suffit pas de déposer une plainte pour obtenir gain de cause. Le requérant doit démontrer que toutes les voies de recours internes ont été épuisées sans succès, ce qui était manifestement le cas pour Laurent Gbagbo, après avoir été débouté par toutes les juridictions ivoiriennes. Il doit ensuite établir de manière convaincante que ses droits garantis par le pacte ont été violés, en fournissant des preuves documentaires et des arguments juridiques solides. Le comité examine ensuite le dossier de manière approfondie, en tenant compte des observations de l'État. La procédure devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU obéit à des règles strictes qui garantissent l'impartialité et le sérieux de l'examen. Contrairement à ce que certains pourraient se croire, il ne suffit pas de déposer une plainte pour obtenir gain de cause. Le requérant doit démontrer que toutes les voies de recours internes ont été épuisées sans succès, ce qui était manifestement le cas pour Laurent Gbagbo, après avoir été débouté par toutes les juridictions ivoiriennes. Il doit ensuite établir de manière convaincante que ses droits garantis par le pacte ont été violés, en fournissant des preuves documentaires et des arguments juridiques solides. Le comité examine ensuite le dossier de manière approfondie, en tenant compte des observations de l'État concerné et en appliquant rigoureusement les normes du droit international. Cette procédure longue et exigeante garantit que les décisions rendues ne sont pas le fruit de considérations politiques, mais reposent sur une base juridique solide. Quand le comité conclut à une violation du pacte, sa décision emporte des conséquences juridiques importantes, et l'État concerné a l'obligation de se conformer aux recommandations formulées. Le fait que le comité ait demandé à la Côte d'Ivoire de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits politiques de Laurent Gbagbo n'est donc pas une simple suggestion dépourvue de portée contraignante. L'argument invoqué par certains selon lequel les décisions du Comité des droits de l'homme de l'ONU n'auraient moins qu'une valeur consultative ne résiste pas à l'analyse juridique sérieuse. Certes, ce comité ne dispose pas des mêmes pouvoirs coercitifs qu'une juridiction internationale comme la Cour internationale de justice, mais ses constatations et recommandations créent néanmoins des obligations juridiques pour les États parties au pacte. La jurisprudence internationale et la doctrine juridique reconnaissent largement que les États ont le devoir de donner suite de bonne foi aux constatations du comité. Un État qui ignorerait systématiquement ces constatations se placerait en situation de violation continue du pacte, ce qui pourrait avoir des conséquences diplomatiques et juridiques importantes. La réputation internationale d'un pays, sa crédibilité dans les instances multilatérales, son attractivité pour les investisseurs étrangers, tous ces éléments sont affectés quand un État adopte une attitude de défi vis-à-vis des mécanismes internationaux de protection des droits humains. La Côte d'Ivoire, qui aspire légitimement à jouer un rôle important sur la scène régionale et continentale, a tout intérêt à démontrer son attachement aux valeurs universelles et au respect du droit international. L'entêtement dans une position juridiquement indéfendable ne pourrait que nuire aux intérêts du pays, à moyen et long terme. La hiérarchie des normes juridiques, principe fondamental du droit moderne, établit que les normes supérieures prévalent sur les normes inférieures en cas de contradiction. Dans l'ordre juridique ivoirien, comme dans celui de la plupart des États africains, la Constitution occupe le sommet de la pyramide des normes internes, mais elle-même reconnaît la supériorité des conventions internationales régulièrement ratifiées. Cette supériorité n'est pas une invention des juristes internationalistes. Elle est explicitement prévue par la Constitution ivoirienne qui dispose que les traités et accords internationaux ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales. Cette disposition constitutionnelle n'est pas un simple ornement rhétorique sans portée pratique. Elle crée une obligation juridique contraignante pour toutes les autorités de l'État, y compris les juridictions nationales. Concrètement, cela signifie qu'en cas de conflit entre une loi ivoirienne,
une décision administrative ou même une décision judiciaire interne et les dispositions d'un traité international ratifié par la Côte d'Ivoire, c'est le traité international qui doit prévaloir. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ayant été ratifié par la Côte d'Ivoire, s'impose donc à toutes les autorités ivoiriennes, y compris à la Commission électorale indépendante et aux juridictions nationales. Les constatations du Comité des droits de l'homme de l'ONU concernant l'interprétation et l'application de ce pacte font autorité et doivent être prises en compte par les autorités ivoiriennes. L'expérience d'autres pays confrontés à des situations similaires démontre que le respect des obligations internationales en matière de droits humains constitue finalement le choix le plus sage et le plus bénéfique pour la stabilité politique et le développement du pays. Les États qui ont choisi la confrontation avec les instances internationales ont presque toujours fini par payer un prix très élevé en termes de réputation, d'isolement diplomatique et parfois même de sanctions économiques. À l'inverse, les pays qui ont accepté de se conformer aux recommandations des organes internationaux de protection des droits humains, même lorsque ces recommandations les plaçaient dans une situation politiquement inconfortable, ont généralement connu une amélioration de leur image internationale et un renforcement de leurs institutions démocratiques. Le Brésil, déjà mentionné, offre un exemple particulièrement éclairant de ce phénomène. Les autorités brésiliennes ont fini par reconnaître que les poursuites contre Lula étaient entachées de graves irrégularités, ce qui a permis sa libération et son retour triomphal sur la scène politique. Cette évolution n'a pas affaibli le Brésil, bien au contraire. Elle a renforcé la crédibilité de ses institutions judiciaires et démocratiques aux yeux de la communauté internationale. La Côte d'Ivoire pourrait connaître une évolution similaire si ses autorités acceptèrent de tirer les leçons de ses précédents et de se conformer aux exigences du droit international. La question de la légitimité politique ne peut être dissociée de celle de la légalité internationale. Un gouvernement peut détenir le pouvoir effectif sur un territoire, contrôler l'appareil d'État et disposer d'une reconnaissance diplomatique formelle, sans pour autant jouir d'une légitimité démocratique authentique aux yeux de sa population. Cette distinction entre légalité formelle et légitimité substantielle traverse toute l'histoire politique moderne et se pose avec une acuité particulière dans les jeunes démocraties africaines. La légitimité ne se décrète pas, elle ne s'achète pas avec des moyens financiers considérables, elle ne s'impose pas par la force ou la manipulation médiatique. La légitimité se construit dans la durée à travers le respect des droits fondamentaux, l'organisation d'élections véritablement libres et transparentes, et la capacité à répondre aux aspirations profondes de la population. L'évolution de la situation politique en Côte d'Ivoire ne peut être comprise sans tenir compte des transformations géopolitiques profondes qui bouleversent actuellement le continent africain et le monde entier. L'ordre mondial établi après la Seconde Guerre mondiale et consolidé après la fin de la guerre froide est en train de se fissurer sous l'effet de multiples facteurs convergents. Les puissances occidentales traditionnelles, qui ont longtemps exercé une hégémonie quasi absolue sur les affaires africaines, voient leur influence décliner au profit de nouveaux acteurs qui proposent des modalités différentes de coopération internationale. Cette reconfiguration géopolitique majeure modifie en profondeur les rapports de force sur le continent et ouvre de nouvelles possibilités pour les leaders africains qui refusent la soumission aux anciens maîtres coloniaux. La France, ancienne puissance coloniale qui a maintenu après les indépendances formelles un système de domination économique, monétaire et politique sur ses anciennes colonies, voit son précaré africain lui échapper progressivement. Les coups d'État militaires qui se sont succédés dans plusieurs pays du Sahel, loin d'être de simples accidents conjoncturels, témoignent d'un rejet profond de la France-Afrique et de l'aspiration des peuples africains à une souveraineté véritable. Cette vague de contestation de l'ordre néocolonial affecte directement la situation en Côte d'Ivoire, considérée comme un pilier du système france-africain en Afrique de l'Ouest. Les puissances émergentes qui montent en puissance sur la scène internationale adoptent une approche radicalement différente dans leurs relations avec l'Afrique. Contrairement aux anciennes puissances coloniales qui n'ont jamais vraiment renoncé à leur mentalité de tutelle et d'ingérence, ces nouveaux partenaires affichent un respect affiché de la souveraineté africaine et proposent des relations fondées sur le principe du gagnant-gagnant. Cette rhétorique trouve un écho favorable auprès des populations africaines fatiguées d'être traitées en éternels mineurs incapables de gérer leurs propres affaires. Que cette nouvelle approche soit totalement désintéressée ou qu'elle cache d'autres formes de domination plus subtiles, reste un débat légitime.
mais il est indéniable qu'elle modifie la donne géopolitique et offre aux dirigeants africains des marges de manœuvre accrues. Un leader comme Laurent Gbagbo, qui a toujours défendu une ligne panafricaniste et refusé la soumission aux diktats occidentaux, bénéficie naturellement de cette nouvelle configuration internationale. Les puissances qui souhaitent affaiblir l'influence française en Afrique de l'Ouest ont intérêt à soutenir des figures comme Gbagbo, qui incarnent la résistance au néocolonialisme. Cette dimension géopolitique explique en partie pourquoi l'affaire ivoirienne dépasse largement les frontières du pays et mobilise des acteurs internationaux aux agendas parfois contradictoires. L'Union africaine, organisation continentale censée incarner l'unité et la solidarité africaine, se trouve face à un dilemme difficile dans le dossier ivoirien. D'un côté, elle a reconnu le gouvernement actuellement en place à Abidjan et entretient avec lui des relations diplomatiques normales, ce qui l'a conduit à une certaine retenue dans ses prises de position. De l'autre côté, l'Union africaine s'est dotée de chartes et de protocoles qui affirment l'attachement du continent aux principes démocratiques, aux droits humains et au refus des changements anticonstitutionnels de gouvernement. La situation ivoirienne soulève précisément des questions sur le respect de ces principes, et l'UA ne peut pas rester totalement silencieuse face aux violations manifestes constatées par les instances internationales. L'organisation panafricaine a déjà dû gérer par le passé des situations complexes où des gouvernements membres étaient accusés de dérives autoritaires, et elle a développé une diplomatie prudente qui cherche à concilier le principe de non-ingérence et la défense des valeurs démocratiques. Dans le cas ivoirien, l'UA pourrait jouer un rôle de médiation pour faciliter un dialogue politique inclusif qui permette le retour de Laurent Gbagbo sur la scène politique dans des conditions acceptables pour toutes les parties. Cette solution de compromis préserverait la stabilité du pays tout en satisfaisant les exigences de la justice internationale. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, organisation régionale dont la Côte d'Ivoire est un membre important, se trouve elle aussi confrontée à la nécessité de prendre position sur la crise politique ivoirienne. Cette organisation a joué par le passé un rôle actif dans la gestion des crises politiques dans la sous-région, allant jusqu'à imposer des sanctions économiques sévères et même des interventions militaires pour rétablir l'ordre constitutionnel. La CEDEAO a développé des normes et des protocoles sur la démocratie et la bonne gouvernance qui engagent théoriquement tous ses États membres. Cependant, l'application de ces principes s'est souvent révélée sélective et influencée par des considérations géopolitiques qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la défense désintéressée de la démocratie. Dans le cas ivoirien, la CEDEAO a longtemps soutenu le pouvoir en place, ce qui limite aujourd'hui sa capacité à jouer un rôle de médiateur impartial. Néanmoins, l'organisation ne peut ignorer complètement les décisions des instances internationales concernant Laurent Gbagbo, sous peine de perdre toute crédibilité en matière de défense des droits humains et de l'état de droit. La position que finira par adopter la CEDEAO constituera un test important de sa capacité à dépasser les calculs politiques à court terme pour défendre les principes qu'elle proclame officiellement. Les pays voisins de la Côte d'Ivoire observent avec attention l'évolution de la situation politique ivoirienne car elle pourrait avoir des répercussions sur leur propre stabilité. Le Ghana, grande démocratie anglophone de la sous-région, a accueilli des réfugiés ivoiriens pendant les crises précédentes et maintient des liens étroits avec son voisin francophone. Les autorités ghanéennes sont naturellement préoccupées par tout ce qui pourrait déstabiliser la Côte d'Ivoire et générer de nouveaux flux de réfugiés ou perturber les échanges économiques régionaux. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois pays qui ont récemment connu des changements de régime et qui ont pris leur distance avec l'influence française, regardent le cas ivoirien avec un intérêt particulier. Ces pays pourraient être tentés de soutenir Laurent Gbagbo dans la mesure où son retour au pouvoir affaiblirait le système france-africain dans la sous-région. Le Sénégal, autre poids lourd francophone ouest-africain, se trouve dans une position délicate car il a traditionnellement entretenu des relations étroites avec la France tout en s'efforçant de préserver une certaine autonomie dans sa politique étrangère. La Guinée et le Libéria, deux autres voisins de la Côte d'Ivoire, sont eux-mêmes confrontés à leurs propres défis politiques internes et n'ont probablement pas les moyens d'exercer une influence déterminante sur la situation ivoirienne. Cette géographie politique régionale complexe montre que l'avenir de la Côte d'Ivoire n'est pas seulement une affaire interne, mais interpelle l'ensemble de la sous-région ouest-africaine. La diaspora ivoirienne dispersée à travers le monde constitue un acteur politique important,
dont le rôle est souvent sous-estimé dans l'analyse des crises africaines. Des centaines de milliers d'Ivoiriens vivent à l'étranger, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs, et beaucoup d'entre eux suivent de près la situation politique dans leur pays d'origine. Cette diaspora est politiquement divisée, reflétant les clivages qui traversent la société ivoirienne, mais elle dispose d'une capacité de mobilisation et d'influence non négligeable. Les associations de la diaspora organisent régulièrement des manifestations devant les ambassades ivoiriennes et les institutions internationales pour faire entendre leur voix et attirer l'attention sur la situation dans leur pays. Certains membres de la diaspora disposent de ressources financières importantes qu'ils peuvent mobiliser pour soutenir leurs leaders politiques préférés ou financer des actions de communication et de lobbying. Les réseaux sociaux et les médias en ligne permettent à la diaspora de rester connectée en temps réel avec les événements en Côte d'Ivoire et de participer aux débats politiques nationaux malgré la distance géographique. Laurent Gbagbo bénéficie d'un soutien important au sein d'une partie significative de la diaspora ivoirienne. L'histoire des luttes démocratiques à travers le monde démontre de manière éclatante que les changements politiques profonds ne résultent jamais uniquement de décisions juridiques ou diplomatiques prises dans des enceintes lointaines. Ces décisions peuvent créer des opportunités et modifier les rapports de force, mais c'est toujours la mobilisation populaire qui constitue le moteur ultime des transformations politiques durables. Les peuples africains ont donné de nombreuses preuves de leur capacité à se mobiliser massivement pour défendre leurs droits et exiger le respect de la démocratie. Les révolutions arabes qui ont secoué l'Afrique du Nord ont montré que des régimes qui paraissaient solidement installés pouvaient s'effondrer en quelques semaines face à la détermination d'un peuple descendu dans la rue. Les mouvements citoyens qui ont émergé dans plusieurs pays africains ces dernières années témoignent d'une prise de conscience croissante et d'un refus de se résigner à la mauvaise gouvernance et à l'autoritarisme. La jeunesse africaine, mieux éduquée et plus connectée que les générations précédentes, constitue un formidable réservoir d'énergie contestataire que les régimes en place peinent à contrôler. En Côte d'Ivoire, les manifestations populaires qui ont secoué Abidjan ont envoyé un signal puissant montrant que le peuple ivoirien n'a pas renoncé à ses aspirations démocratiques et qu'il est prêt à descendre dans la rue pour les défendre. Cette énergie populaire constitue la véritable garantie du retour de Laurent Gbagbo sur la scène politique ivoirienne. Les mouvements sociaux ivoiriens ont une longue tradition de lutte démocratique qui remonte à l'époque coloniale. La Côte d'Ivoire a connu dans les années 90 un puissant mouvement de contestation qui avait contraint le régime autoritaire d'alors à accepter le multipartisme et à organiser des élections compétitives. Ce mouvement démocratique avait porté Laurent Gbagbo au pouvoir après des décennies de lutte dans l'opposition. Les syndicats, les organisations étudiantes, les associations de femmes et d'autres composantes de la société civile ivoirienne ont joué un rôle décisif dans cette conquête démocratique. Cette tradition de mobilisation collective ne s'est jamais totalement éteinte malgré les crises et les répressions qui ont marqué l'histoire récente du pays. Elle ressurgit périodiquement sous différentes formes pour rappeler aux gouvernants que le peuple n'a pas abdiqué sa souveraineté. Les manifestations récentes s'inscrivent dans cette longue histoire de résistance populaire et démontrent que les Ivoiriens n'acceptent pas passivement les violations de leurs droits fondamentaux. L'ampleur de ces mobilisations a surpris les observateurs, qui pensèrent que le régime en place avait définitivement étouffé toute forme d'opposition significative. Ces manifestations ont également révélé les limites du contrôle que le pouvoir exerce sur la société ivoirienne et montré qu'une large partie de la population aspire à un changement politique profond. Le rôle des femmes dans la mobilisation politique ivoirienne mérite une attention particulière car elles constituent souvent l'avant-garde des mouvements sociaux africains. Les femmes ivoiriennes ont payé un prix très lourd pendant les crises politiques qui ont secoué leur pays, subissant des violences spécifiques et voyant leurs familles déchirées par les conflits. Cette expérience douloureuse en a fait des actrices particulièrement déterminées dans la lutte pour la paix et la démocratie. Les marchés traditionnels, lieux de sociabilité féminine par excellence, servent souvent de caisse de résonance des mécontentements populaires et de point de départ des mobilisations. Les associations féminines, qu'elles soient formelles ou informelles, constituent des réseaux de solidarité et d'action collective qui peuvent rapidement se mobiliser lorsque les circonstances l'exigent. Les femmes qui soutiennent Laurent Gbagbo sont particulièrement actives et visibles dans les manifestations, apportant une dimension supplémentaire au mouvement de contestation.
Leur présence massive dans les rues constitue un défi particulier pour les forces de répression qui hésitent généralement à utiliser la violence brutale contre des manifestations féminines. Cette participation féminine massive confère également une légitimité supplémentaire au mouvement de contestation et rend plus difficile pour le pouvoir de le diaboliser ou de le présenter comme l'œuvre d'extrémistes manipulés. La jeunesse ivoirienne représente l'avenir du pays et son implication dans la mobilisation politique actuelle constitue un signe encourageant pour la démocratie ivoirienne. Les jeunes Ivoiriens sont confrontés à un chômage massif, à un système éducatif défaillant et à un avenir incertain qui génère frustration et colère. Cette génération n'a pas connu directement les luttes de la décolonisation et ne ressent pas la même reconnaissance envers les dirigeants historiques que leurs parents. Elle juge les politiciens actuels sur leurs résultats concrets et refuse les discours creux qui ne s'accompagnent pas d'amélioration tangible de leurs conditions de vie. Les réseaux sociaux ont donné à cette jeunesse connectée des outils de mobilisation et de communication qui échappent largement au contrôle des autorités. Les hashtags et les vidéos virales peuvent mobiliser des milliers de jeunes en quelques heures, créant des mouvements spontanés que les forces de sécurité peinent à anticiper et à contrôler. Cette jeunesse ivoirienne est également plus panafricaine dans sa vision que les générations précédentes, suivant avec intérêt les événements qui se déroulent dans d'autres pays africains et s'inspirant des luttes menées ailleurs sur le continent. Le soutien d'une partie significative de cette jeunesse à Laurent Gbagbo peut paraître paradoxal étant donné son âge avancé, mais il s'explique par le fait qu'il incarne pour beaucoup la résistance face au néocolonialisme et aux élites corrompues qui ont trahi les aspirations populaires. Les artistes et les intellectuels ivoiriens jouent un rôle crucial dans la formation de l'opinion publique et dans la mobilisation politique. Les musiciens, particulièrement ceux qui pratiquent dans les genres populaires comme le coupé-décalé et le zouglou, disposent d'une audience massive et peuvent influencer les attitudes politiques de millions de jeunes Ivoiriens. Certains artistes n'hésitent pas à prendre position publiquement dans les débats politiques, malgré les risques que cela comporte pour leur carrière et parfois pour leur sécurité personnelle. Les intellectuels ivoiriens, universitaires, écrivains et essayistes contribuent également à nourrir le débat public et à proposer des analyses critiques de la situation politique. Leurs tribunes dans les journaux, leurs interventions dans les médias et leurs publications académiques permettent d'élever le niveau du débat au-delà des slogans simplistes et des fake news. Cette intelligentsia critique constitue un contre-pouvoir intellectuel qui empêche le pouvoir en place de monopoliser totalement le discours public. Le fait que des voix respectées dans le monde académique et culturel soutiennent ouvertement Laurent Gbagbo ou critiquent la manière dont il a été traité confère une légitimité supplémentaire à son combat et ébranle le récit officiel que les autorités tentent d'imposer. Les communautés religieuses ivoiriennes, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, exercent une influence considérable sur la société et peuvent jouer un rôle décisif dans l'évolution de la situation politique. Les leaders religieux jouissent d'une autorité morale importante et leurs prises de position sont écoutées avec attention par des millions de fidèles. Voilà la vérité que les médias mainstream ne te diront jamais. Partage cette vidéo massivement, laisse ton avis explosif en commentaire et n'oublie surtout pas ton like. Et attention, car demain, je te révèle les noms des 3 présidents africains qui tremblent en ce moment à cause de cette décision de l'ONU. L'Afrique se réveille et rien ne sera plus jamais comme avant.